Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, Paramount, Universal, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah ça va, t'as vu, j'ai redit sous toutes ses coutures. Ouais, merci. Ça m'avait manqué. C'était pour te faire plaisir. Merci. On se retrouve pour les news après un gros épisode mardi dernier. Effectivement, des news toujours très chaudes, très intéressantes de ce qui se passe. C'est vrai, mais bon, un peu moins fourni quand même que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était bien fourni. On avait eu une grosse semaine, effectivement. Là, on a une grosse semaine, mais c'est au cinéma, plutôt, une grosse semaine. Mais du coup, plaisir de reparler de news aussi. Allez écouter notre dernier épisode, d'ailleurs, sur Dune partie 1, en compagnie d'un invité exceptionnel, Cyril, à qui on fait coucou. Et mardi prochain, on vous parlera de Dune 2. Voilà, je fais déjà la pub pour le prochain épisode. Alors qu'on doit parler de celui-là des news, Ista. Qu'est-ce qu'on a dans les news aujourd'hui, Ista? Alors, donc on commence comme d'habitude avec les plateformes. On va commencer avec Amazon. Donc Amazon et notamment la série The Boys. Voilà, donc la saison 4 avait été annoncée. On a vu un premier visuel, tout ça. Et maintenant, on a une date précise. Donc ça va sortir le 13 juin. Ça commencera avec 3 épisodes, puis un épisode par semaine jusqu'au 18 juillet. Ouais, je crois qu'ils avaient déjà fait ce format-là pour les autres saisons, il me semble. Pour la saison 3, oui, en tout cas, ils l'avaient fait. Ouais, je suis sûr, les autres, je sais pas. Amazon, ils aiment bien faire ça en général, sauf pour Invincible où ils coupent la saison en 2 pour rien. Mais c'est un petit taquet. J'ai juste un doute sur la saison 1, je me demande s'ils l'ont pas sorti tout d'un coup. Mais Après, Amazon, ils sortent pas tout d'un coup à chaque fois, je crois. Hein. Généralement, non. Généralement, c'est un par semaine et tout. Gen V, c'était pareil, c'était 3 épisodes, puis un par semaine. C'est ça, ouais. Du coup, ouais, après Gen V, après la fin de Gen V, qui teasait un peu The Boys, la suite. Et voilà, on se retrouve avec The Boys en juin. Moi, je suis hypé. J'aime bien toutes les saisons de The Boys, à peu près. Voilà, j'ai envie de retrouver mes super-héros, j'allais dire favoris, mais pas vraiment favoris, du coup, mais que j'aime bien détester. Et toi, Ista, t'es hypé quand même? Hypé pas de fou, tu vois. En fait, The Boys, j'ai jamais eu un gros... je suis pas ultra fan, en fait. J'aime bien, c'est sympa, mais je sais que la saison 3, quand elle est sortie, je l'ai pas regardée direct. Ouais. Et je l'ai regardé il restait genre 2 épisodes à sortir, je crois. Mais en vrai, une fois que j'étais dedans, j'étais quand même bien dedans et je l'ai enchaîné. Donc, j'aime bien. Ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne bien de ouf. Et je suis quand même très curieux de voir en plus ce qu'ils vont faire parce que là, ça va parler d'élections. Et on est dans une année d'élections aux États-Unis avec il va y avoir la nouvelle présidentielle parce que ça fait 4 ans que Biden a été élu. Donc, ça va résonner avec l'actualité. Donc, ça va être intéressant. Ouais, là, je pense que ça va être parodie à fond, hein, comme ils aiment bien faire. Ça peut être hyper drôle, là. Je pense qu'on va bien, ils vont faire un bon truc, un bon pastiche, une bonne parodie de ce qui est des États-Unis. Même si les États-Unis sont un peu une parodie eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment besoin de les parodier, mais voilà, je pense que ça va être assez sympa. Et on va passer à une autre news. Amazon, mais Netflix, mais en fait Amazon, puisqu'en fait, on a une série d'animation, Wings of Fire en anglais, c'est Les Royaumes de Feu en français, donc c'est une série de fantasy très populaire aux États-Unis qui devait être adaptée en série d'animation chez Netflix en 10 épisodes, ça avait été annoncé en 2021, mais l'année dernière, en mai 2022, ça a été annulé, et en fait Amazon a relancé du coup le feu, si je puis dire, pour l'adaptation, et donc ils sont en train de développer la série, et grosso modo, la série c'est quoi? Enfin, les bouquins, c'est chaque bouquin, je crois, raconte l'histoire d'un dragon qui raconte son histoire, entre guillemets, un dragonnet qui raconte son histoire. Je m'étais un peu renseigné vite fait dessus. Donc ce serait, je pense que ça ferait une saison, peut-être une histoire, ou alors peut-être un épisode d'une histoire, peut-être. Je ne sais pas quel format ils vont faire. Mais ouais, un truc de fantasy avec des dragons. Moi, j'aime bien les dragons. Toi, en plus, Ista, t'aimes bien l'animation, je crois, toi. Oui, j'aime bien l'animation, effectivement. Et puis il y a des dragons. Donc j'aime beaucoup les dragons. 10 sur 10.
10 sur 10, voilà, direct. Je l'ai pas vu, mais c'est 10 sur 10 direct. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça donne. À voir, ouais, bon, on verra les premiers visuels, tout ça, là, mais ouais, le projet peut être intéressant. Ouais. J'ai l'impression que Amazon il récupère à chaque fois les projets Ouais, annuler des autres. un peu annulés. Mais je crois que c'était pas The Expanse oui, qui avait été annulé par Netflix et qu'ils avaient repris. Ouais, bah c'est un peu ça là. Amazon ils ont. C'était pas Netflix, c'était pas Netflix, je crois, The Expanse. Alors, Enfin, je sais plus, c'est passé dans plusieurs mains parce que The Expanse, c'était Sci-Fi, je crois. Je crois que c'était Sci-Fi la première ou deuxième saison. Après Netflix, ça fait 2 autres saisons et puis ça s'est annulé et puis Amazon a repris. Je crois que c'est ça. Hein. Il me semble, il faudra vérifier, mais ouais, c'était tout un bordel. Mais en tout cas, Amazon ils aiment bien récupérer les petits projets annulés des autres. On reste sur Netflix, mais en collaboration avec A24, donc pour Beef, donc la série, qui était à la base une série limitée, voilà, qui était juste une saison, une série qui a eu plusieurs prix là, notamment Steven Yeun a eu des prix, qui est le perso principal, et le personnage secondaire fait aussi de la série, donc Ali Wong, qui ont gagné des prix aux Golden Globes, et il y avait eu les Saga Awards. Vu le succès au niveau des cérémonies, je pense qu'ils se sont dit on va faire une saison 2. Donc il y a une saison 2 qui va arriver pour Beef, et sur le coup là on suivrait 2 couples, notamment un couple composé de Charles Melton et Kaylee Spaney, et un autre couple composé de Jack Gyllenhaal et de Anne Hathaway. Ouais, du coup, une nouvelle saison. Toi, t'avais vu la première saison, c'est ça ? Ouais, moi je trouve que la série elle est très très bien écrite. Je trouve que c'est vraiment un super scénario, et je trouve que, parce que en fait un Beef c'est les gens qui s'embrouillent quoi, et ça part tellement en couille vers la fin. Je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin, et je trouve que c'est assez fort, et ouais, je trouve que le scénar est plutôt chouette. Et, c'est un truc un peu comique mais un peu dramatique aussi, c'est ça ? Ouais, ça commence par du comique et ça finit plutôt par du dramatique, je dirais. Ok. Bah là, en plus, on voit les acteurs, c'est Jake Gyllenhaal qui retrouve Anne Hathaway. Bah déjà, Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway dans une série. Bon, ils avaient fait une comédie romantique, non ? Ils avaient fait un truc ensemble. Je sais pas si ça a fait une comédie romantique. Je sais qu'ils ont fait Brokeback Mountain ensemble. Ouais, mais il y avait un autre film, je crois, avec... comédie romantique, je ne sais pas. Il me semble que si, il me semble qu'ils ont un film ensemble. C'est fort probable. Voilà, en tout cas, ils se retrouvent ici, et de l'autre côté, on a quand même deux nouvelles stars, ouais, Charles Melton qui avait été révélé par May December là, et Kaylee Spaney qui avait été révélé par Priscilla au début d'année, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc là ça va être un Beef entre 2 couples quoi, c'est 2 couples qui vont se prendre la tête. Ouais, ça va. C'est ça, un plus âgé et un plus jeune. Après, j'imagine, du coup. C'est juste dommage, enfin il y a un truc, dans la saison 1 il y avait tout un truc autour de la culture asiatique un peu, et bon là on va le perdre un peu, mais... Après, Charles Melton est d'origine asiatique, donc peut-être... Je crois, ouais. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas... Mais là, c'était Beef, c'était que des Asiates, pratiquement. Enfin, ok, oui, je pense. Après, oui, ça va peut-être s'éloigner de ça, effectivement. On reste chez un 24, puisque... mais là, on va du côté des films. Alors, on a Joseph Quinn, du coup, la star de la dernière saison de Stranger Things, et qui va être à l'affiche du prochain Sans un bruit, qui rejoint le casting du film d'Alex Garland, de film de guerre pour A24, où il y avait déjà Charles Melton, donc voilà, la boucle est bouclée. Du coup, Joseph Quinn, il commence à percer de fou, parce qu'il a été casté dans les 4 Fantastiques, donc là il a sécurisé un petit peu ses futures années, je pense, au cinéma. Ouais, de fou. Mais on va commencer à le voir un peu partout, j'ai l'impression, effectivement. The Quiet Place, Fantastic Four, ce film-là. Il me semble qu'il y en avait un autre, mais je sais plus exactement. Mais en tout cas, il a été annoncé dans pas mal de projets, ouais. Voilà, il est tranquille au niveau de l'argent. Mais il avait quand même pas mal fait parler de lui quand la dernière saison de Stranger Things était sortie. C'était un perso qui revenait beaucoup dans les avis, en mode il est trop bien ce personnage et tout. Et il y avait plein d'agences qui le voulaient, et voilà, ça y est, ça part là, quoi. Donc on reste chez un 24, et alors on avait appris que The Rock allait faire un film, donc Dwayne Johnson allait faire un film chez A24 qui s'appelle The Smashing Machine, et il sera accompagné de Emily Blunt. Donc on retrouve le duo de Jungle Cruise, chef-d'œuvre de Disney. Non, pas du tout, mais donc voilà, et le film sera réalisé par Benny Safdie, donc c'est un des frères Safdie, hein, c'est ça là. Oui, c'est ceux qu'on fait Good Time, par exemple, ou Uncut Gems. Peut-être, ça, c'est sont les films les plus connus. Et ouais, du coup, dans le film de Benny Safdie, je crois que c'est celui qui était dans Oppenheimer aussi. Ok.
Donc voilà, c'est le frère qu'on voit le plus à l'écran des deux. Mais ouais, bah écoute, pourquoi pas. Après, The Rock, il est en train de voilà, assez surprenant qu'il se mette à faire d'autres films que des films d'action et tout. Donc c'est moi, je demande à voir ça. Et ouais, Emily Blunt et lui sont hyper amis dans la vraie vie. Donc ça m'étonne pas qu'il l'ait recruté pour faire ce film-là. Et puis on l'attend à WrestleMania pour battre Cody Rhodes ou Roman Reigns, voilà, pour ceux qui ont la ref. Ouais, mais tu vois, en parlant de ça, j'ai vraiment l'impression que The Rock, il est en train, parce que là, il a fait ce qu'on appelle un heel turn. Et en fait, il est en train de s'amuser à faire des changements dans sa carrière, j'ai l'impression, parce que bon, là, à WWE, c'était un peu là, les derniers temps, c'était le héros, le mec du peuple, comme il dit, tout ça là. Le fait qu'il va commencer à se mettre en danger, dans des projets un peu, on sort du blockbuster et tout, on fait des autres trucs. Peu plus. Est-ce que tu dirais que c'est le heel turn de la carrière au cinéma? Complètement, c'est ça. Putain, on est en train d'utiliser des termes de catch. Là, je sais pas, on est en train de. Là, on est parti ailleurs là pendant un moment, mais c'était super. mais oui, là, il est en changement un peu, je pense. Vu les échecs de ses derniers films, peut-être aussi de Rock, en train de se remettre en question et bah c'est plutôt cool. Ensuite, on va chez Universal, puisque là. Une de ces franchises se termine pour l'instant, parce que bon, on sait comment ça se passe. La Purge 6, donc c'est American Nightmare, c'est ça la série d'American Nightmare en français. Et bah va avoir un 6e film dont le script est fini et ce serait le dernier film de la franchise. Donc enfin, parce que c'était pas une franchise de fou. Moi j'en ai vu. Que c'est une purge. Bah oui, ouais, moi j'en ai vu 3 des films. Ouais, ça va de nul à inintéressant. Enfin, il y en a aucun qui est vraiment bien dans cette série. Vraiment, après, j'ai pas vu le 4 et le 5, voilà, mais je pense pas que ce soit des chefs-d'œuvre non plus. Il me semble qu'il y a une série télé aussi. Il y a même une série télé, oui, c'est ça. De First Purge ou un truc comme ça. Enfin non, ça, je sais plus. Il y a tellement de trucs de toute façon. Mais ouais, la Purge, c'est pas bien. Donc il était temps que ça se termine. Mais après ils disent que c'est la fin. Mais on sait comment ça se passe à Hollywood. Ils peuvent te dire c'est la fin, comme dans Saw, épisode final. Et puis 5 ans après, un nouveau Saw dans l'univers de Saw. On sait très bien comment ça marche parce que c'est une saga qui marche plutôt bien. En plus, les Américains. Oui, c'est pour ça qu'on a aussi ça. Et le premier, je me souviens, j'avais été déçu de ouf parce que le concept est quand même génial. Tu vois, genre tu te dis putain, une nuit où voilà tous les criminels sont en liberté pour tout saccager, et ils en font un huis clos dans une maison. Ouais, bon d'accord, vous foutez de ma gueule. Ouais, c'est ce que j'avais entendu aussi parce que moi aussi ça m'avait un peu attiré, mais ouais. Avec Ethan Hawke là, ouais non c'était pas bien et enfin voilà cette série elle se finit et c'est très bien comme ça. De toute façon j'irai pas le voir, je pense le 6 donc m'intéresse pas. Dommage. On n'en parlera pas dans la critique des sorties. Je crois pas. Ensuite, on reste dans l'horreur. On va chez Blumhouse. Et Blumhouse, ils disent qu'ils ont entendu nos critiques. Ils ont écouté notre podcast. Ils ont entendu les critiques sur Five Nights at Freddy's, puisqu'ils disent que dans le Five Nights at Freddy's 2, il y aura un focus il y aura plus d'horreur. Et on apprend aussi que Matthew Lillard va reprendre son rôle de William Afton dans le film. Voilà, donc. Ouais, bah après c'est pas plus mal, oui. Ils ont utilisé s'ils entendent les critiques des fans. Pour le coup, oui, le premier, il manquait terriblement d'horrifique, quoi. C'était ennuyeux, très ennuyeux. C'était un drame familial, tout ce qu'il y a de plus chiant. Et après, j'espère qu'ils sont juste à Montréal, parce que c'est pas parce que vous allez me faire plus d'horreur que ça va être bien. Il me semble qu'ils reprennent la réal de. Et je crois qu'ils reprennent la réal du premier, ouais. Et ouais. J'espère en tout cas qu'il durera moins longtemps. Mais vu le carton qu'a fait le premier, là, le 2, c'est parti, quoi. Et ouais, Matthew Lillard, ce qui revient. Je pense que ça va arriver très vite. Le film, ça m'étonne pas qu'il arrive l'année prochaine. Ouais, c'est fort probable pour le coup, mais bon, moi je suis pas hypé, je suis pas déhypé, mais en fait si j'en ai rien à foutre. Pour rappel, on l'avait mis dans le flop, donc. Oui, non mais oui, en fait j'ai pas du tout d'espoir qu'il fasse un truc vraiment mieux, donc bon. Après peut-être ce sera un peu, je voudrais qu'il se lâche un peu plus peut-être, tu vois dans le délire un peu loufoque, mais j'y crois pas non plus vraiment. Ouais, je sais pas, on verra, mais ouais, je suis pas. Ouais. Bon, vu ce qu'on a pensé du premier, je suis pas spécialement en attente du 2, quoi. Du côté de Sony, Mark Wahlberg, Marky Mark, le anciennement rappeur-chanteur, les années 100. Ouais. A dit que le script de Uncharted 2 était fini, donc
ils vont bientôt tourner. Donc ça veut dire que Tom Holland là il s'apprête à tourner Uncharted 2 plus Spider-Man dans pas longtemps. Donc je pense qu'il a du boulot de deux de ses franchises. Deux de chez Sony d'ailleurs. C'est ça, et deux pas bonnes en plus. C'est bien. Moi j'avais pas aimé du tout le premier, je trouve, enfin pas aimé du tout. En vrai c'était juste osef, hein, c'était pas horrible. Mais voilà quoi, c'était aucun intérêt d'adapter cette franchise au cinéma puisqu'elle est déjà extrêmement cinématographique, voilà. Et là ils vont faire le 2, je sais pas, est-ce qu'ils vont adapter une des histoires des jeux, je crois pas. Je crois qu'ils vont aller dans leur propre truc. En plus là dans le 1 ça reprenait des trucs du 3. Ouais, mais c'est des scènes. Tu sais, c'est pas de script ou quoi. C'est juste qu'il y a des scènes qui se reprennent. Voilà, la scène de l'avion, mais à part ça, c'était vraiment, ça se passe avant le premier Uncharted, tu vois. Ouais, mais le 3, il y a tout un passage justement flashback dans le 3. Je pense que tu parles du 4, je crois. Non, c'est dans le 4. 3. Attends. Dans le 4, on a le flashback. Oui, dans le 4 frère. avec le frère. Ouais. Oui, dans le 4. Non, mais dans le 3 aussi, il me semble qu'il y a un petit peu ça. Hein. Oui, c'est possible. Je sais plus avec exactement, mais c'est possible qu'il y ait des flashbacks. Jeunes et tout. Ouais. Mais là, je dirais que ça se passe entre les passages jeunes et entre le premier Uncharted, tu vois. Ok. C'est tous les trucs. Parce que son frère, il est déjà disparu, tu vois, il a déjà tous des trucs comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'à la fin du 1, le frère est teasé, il me semble. Il y a une scène un peu teaser de ça. Mais je sais pas est-ce qu'ils vont adapter Uncharted, les jeux, les scripts et tout, je ne sais pas du tout. Mais ça va être bizarre d'adapter le premier, mais en fait de l'appeler Uncharted 2. Oui, ça va être bizarre. Bah sinon ils l'appellent Drake's Fortune comme le. Non, mais je pense qu'ils vont adapter leur propre histoire. Ils vont adapter un truc, c'est tout. Voilà. Est-ce que Chloé va revenir, parce que Chloé était dans le premier film, pas dans le premier jeu. C'est compliqué. Mais ouais, moi je suis pas du tout hypé. Voilà. Après, faut voir l'annonce du réal. Parce que s'ils reprennent encore le réal de Zombieland et tout, ça va être horrible. Mais s'il y a peut-être un mec qui a une idée, mais j'y crois pas. De toute façon, c'est Sony, ils embauchent que des yes man, donc voilà. Ouais, quand tu regardes la liste des blockbusters Sony qui sortent cette année, même en sortant de Marvel, c'est que des trucs on est un peu on souffle quoi quand on voit les noms. J'avais vu la présentation là, je sais plus, à une convention là, et les 6 films qui sortent cette année de leur blockbuster, c'est que des trucs qui donnent pas envie quoi. L'horreur quoi. Ouais, après, il faudra que je regarde le premier quand même. Mais bon, c'est pas un truc. Ouais, je suis un peu curieux quand même de voir comment ils ont adapté parce que bon, j'aime bien les jeux. Mais je sais que ouais, c'est ça. Bah, les jeux, il y a plus de cinéma dans les jeux. Voilà. Ouais, super. Quoi. Ouais, si tu veux savoir. Ensuite, on part du côté de Lionsgate. Alors, Lionsgate, on a appris que donc le spin-off de John Wick, donc Ballerina, avec Ana de Armas, donc qui a été annoncé depuis un moment. Hein, je ne sais plus quand c'était annoncé, mais voilà, il devait sortir cette année. Et en fait, ça devait sortir cet été et ça a été repoussé au 6 juin 2025. Et c'est notamment Chad Stahelski va travailler avec le réalisateur Len Wiseman, qui est sur le projet, quoi, pour ajouter des séquences d'action au film. Ouais, du coup, le Chad Stahelski va au secours du film Ballerina, dans lequel il y aura John Wick, hein, il y aura Keanu Reeves, hein, d'ailleurs, au casting, hein, faut le dire, et Daryl, comment il s'appelle, Norman Reedus, il est dedans, et parce que le réalisateur de Ballerina, c'est pas Chad Stahelski, hein, c'est Stahelski qui a fait toute la saga John Wick, de toute façon, voilà. Et là, c'est Len Wiseman. Donc, Len Wiseman, c'est qui? C'est celui qui a fait les Underworld, qui a fait le remake de Total Recall. Donc, tu vois, c'est pas des films auxquels je fais confiance. Et je pense que Chad Stahelski, il a vu, je crois qu'il a fait Die Hard 4 aussi. Enfin, bref, c'est pas un bon réal, ce mec-là. Et je pense que Stahelski, il a vu que, voilà, ça a peut-être manqué d'action, de bonne action je pense clairement que si c'est repoussé d'un an, c'est ça, hein. Parce que mais de toute façon l'info dit clairement que Chad Stahelski va venir travailler des scènes d'action quoi, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes quoi. Donc je pense c'est pour ça qu'il est repoussé et je pense que c'est pour le meilleur du film, honnêtement. Vraiment. Ouais. Oui, parce que je pense que là le film il n'est pas très bon et ouais, ça va pas être ouf. Et en fait John Wick c'est pas des. En fait, on regarde ça pour les scènes d'action, quoi. Parce qu'on regarde pas ça pour le scénario. Donc, oui. Si les scènes d'action sont foirées, il n'y a plus rien, quoi. Donc, complètement, quoi. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Et donc, ça fait que le spot qui était occupé par Ballerina, il est libre et il a été repris par le remake de The Crow. Voilà, The Crow, le film des années 90 avec Brandon Lee. Voilà, donc il y a le remake. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et il arrive enfin, voilà. Donc il sortira le 7 juin 2024 avec Bill Skarsgård et FKA Twigs. C'est ça, c'est une chanteuse à la base. Ouais.
Mais je crois que c'est la compagne de Robert Pattinson, voilà, petit, Ok. il me semble. Bon voilà, parce que je crois que tu sais, il avait annoncé qu'il serait papa ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ça, j'ai pas suivi Alors ça. on parle dans le people totalement, mais du coup c'est marrant parce que Bill Skarsgård, qui était dans John Wick 4, qui était le méchant, Ouais. se retrouve à être la tête d'affiche de De Croo. Donc moi De Croo je connais moyennement, voilà, juste par le premier film de l'époque de Alex Proyas, je crois, le réalisateur. Oui, c'est ça, ouais. Et ouais, il y a eu des premières images. Toi, t'es plutôt, ça te hype un peu ou pas? Moi, moi, j'aime bien l'univers et tout, donc ça me hype un petit peu quand même le côté émo gothique, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien. Donc, ouais, un petit peu. Après, son look là, je sais pas. Je suis un peu circonspect. D'ailleurs, je crois que le réalisateur, c'est celui qui avait fait Ghost in the Shell, le remake. D'accord, ok. Bon, c'était pas le plus dégueu des adaptations manga. mais bon. Je peux te faire un truc people là, un truc de fou. Vas-y. Là, je peux faire un truc. Du coup, c'est le mec qui a réalisé Blanche-Neige et le Chasseur. Alors là, tiens-toi bien. Ah ouais. Et donc, du coup, le mec qui a réalisé Ah, Blanche-Neige. c'est lui avec. Bah ouais. Ouais. Du coup, c'est le mec avec qui Kristen Stewart a trompé Robert Pattinson. Ouais. Et du coup, qu'il y a sa meuf maintenant. Là, il y a un triangle, les gars. Là, il y a un triangle de people. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'avais vu que le Blanche-Neige et la sorcière, qui était osef as fuck. donc voilà. Après les premières images, ça va. Bill Skarsgård, moi, tu vois, dans le rôle, ça me déplaît pas pour le coup. Ouais, non, moi non plus. Moi, je suis curieux de voir. J'attends de voir un premier trailer, quoi, pour voir un peu le ton, tout ça, quoi. Parce que là, on voit juste un mec avec des tatouages et du maquillage noir, quoi. Donc, C'est vrai parce qu'en fait le film il y a pas beaucoup d'infos, hein, tu sais, il a été tourné, tu sais, genre il y a des images mais genre bon voilà quoi, tu vois, c'est pas un truc qui a été beaucoup parlé alors que le film il sort dans 3 mois, tu vois. Genre... Mais il y a eu plein d'infos. En fait, ça a été un truc qui n'avait pas arrêté d'être. Mais je crois un peu comme le truc qui est repris, repensé, relancé. Enfin, à un moment il y avait d'autres créatifs dessus. Enfin, ça n'a pas arrêté de changer. Ça fait longtemps qu'ils veulent le faire un nouveau film The Crow, mais là, ouais, là, ça va arriver. Là, ouais, je suis étonné. C'est d'un coup, ça arrive comme ça et boum. Ouais, en juin il y a un film The Crow. Ah, d'accord, ok. Bon bah, merci. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu sorti de nulle part, mais bon. Ouais. On verra Mais ce curieux. que ça donne. Et en parlant d'adaptation, on a une autre adaptation qui arrive. L'adaptation de Naruto. Et oui, Naruto, le manga de Masashi Kishimoto, un des meilleurs shonen neketsu qui va être adapté à Hollywood. Donc, je suis terrifié parce que moi, je suis un grand fan de Naruto. Et il va être adapté par le réalisateur, du coup, Destin Daniel Cretton, du coup, celui qui a fait Shang-Chi et qui a fait le Brie Larson Cinematic Universe, il me semble. Aussi, ouais. Donc voilà. Et honnêtement, ça va. Tu vois, en vrai, je dans ma tête, tu sais, je suis toujours pas rassuré, hein, je pense que ça va pas être ouf, mais je m'attendais plus à un plus gros Yes Man, un truc un peu vraiment nul, alors que, bah, voilà, Shang-Chi, il y avait quand même des scènes pas mal au niveau des combats. Après, bon, faut voir ce que ça donnera avec une adaptation de Naruto. Mais ouais, pour le coup, je pense que ça aurait pu être pire, hein, vraiment, en tant réel, donc à moitié rassuré, mais la route est encore longue pour me satisfaire, je pense. Ouais, clairement, on va voir les premiers visuels, tout ça, parce que ouais, ça va être dur à adapter. Enfin, franchement, quand on voit comme ça, on se dit, putain, je sais pas comment tu peux faire ça. Pour que ça Bah rentre déjà, pas juste quoi. l'annonce du casting, je l'attends, moi. Ouais, bah déjà, ça aussi, ouais, forcément. Parce que Tom Holland en Naruto, ça va quoi. Ouais, c'est produit par Avi Arad, je crois, mais c'est pas chez Sony. Je sais plus c'est chez qui d'ailleurs. Bah, C'est chez Lionsgate, oui, je suis bête. Mais ouais, donc ouais, à voir. Destiny Underground, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Parce que oui, bah, Shang-Chi, si tu penses à arts martiaux, tout ça, Shang-Chi, bah, c'était plutôt cool sur ce côté-là. Donc, ouais, quand même curieux. En fait, je suis passé de. Ouais, ça va être. Ouais, ça peut être catastrophique. Hein. Il y a de l'espoir, un petit peu. De toute façon, je pense qu'on n'aura jamais. Enfin, je pense que ça respectera quand même le matériel de base, parce que maintenant, généralement, voilà, c'est maintenant que ça commence à être très ancré, la culture manga et tout aux États-Unis. Donc, ouais, à voir. En tout cas, ce sera pas au niveau d'un Dragon Ball Evolution, je pense pas. Écoute, on verra ce que ça donnera. C'est vraiment les premiers visuels qui vont donner est-ce qu'on aura peur ou pas. Enfin, moi, c'est à partir de là, je saurai. Ok, bah écoute, on verra ce que ça donne. Et en parlant de adaptation d'un remake de chez Lionsgate qui se prépare, un remake moderne de American Psycho, du coup, un des films qu'avait révélé Christian Ballet, qui a été fait par Mary Harron, j'ai oublié son nom, un truc comme ça, qui était une femme, voilà,
Plus pour dire qu'une femme a fait un film, elle a fait American Psycho à l'époque, même si elle a pas eu trop de carrière après malheureusement. Mais ouais, un moderne remake d'American Psycho, moi je sais pas, je pense ça me semble pas nécessaire puisque je pense que c'est toujours assez actuel American Psycho, je pense. Je pense que voilà. Ouais. Les cartes de visite, ça existe toujours. Oui, je veux dire la critique des Golden Boy de Wall Street, tous ces trucs là. Ouais. Ça existe encore, hein. Enfin, tu vois. Bon, après, il y a des formes. Ouais, mais ça a qui ont un peu évolué. changé. Ouais, il y avait peut-être pas il y avait pas tellement d'informatique, je crois, dans le premier. Non, bah non, c'était début 2000. Donc ça, après, ils peuvent faire un truc comme ça, mais bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas besoin de faire un Non, remake, besoin, quoi, non, mais je Psycho. pense que ouais, tu peux peut-être trouver des pistes, tu peux peut-être faire une critique d'Apple ou ce genre de truc, je sais pas. Mais de toute façon, il y en a déjà des films qui sont dans cette continuité, enfin cette continuité. American, c'est quoi, pas inventer ça non plus, mais voilà, il y a des plein. Bah, de toute façon, il y a 10 ans, il y a eu le Loup de Wall Street, tu vois, genre, il y a des trucs comme ça. Oui, tu voilà, vois. ce genre de choses, ouais. Donc bon, bon, après c'est encore un truc de remake, voilà, American Psycho, tu sais, il a un statut un peu culte maintenant, donc. Oui. Je pense que c'est un peu pour ça, mais bon, moi je m'en fous, je m'en fous un peu. Ouais, c'est. Après, pourquoi pas, ça se trouve, on va trouver ça génial, on sait pas. Non. Ok, bon. Non, peut-être, Voilà. je sais pas. C'est le fin mot de l'histoire. Alors, il y a le fondateur de Gearbox. Donc, Gearbox, pour situer le contexte, Gearbox, c'est la boîte qui a développé les jeux Borderlands. Voilà. Donc, Randy Pitchford, qui est le fondateur, a dit que le film Borderlands, donc dont on a eu un trailer et tout, là, il va lancer le Borderlands Cinematic Universe. Voilà. Donc, il y a un nouvel univers partagé qui arrive autour de Borderlands. Je sais pas si c'est. Enfin, est-ce qu'il faut pas attendre que le 1 il marche bien avant de dire ce genre de choses? Je sais pas. Oui, mais tu sais, c'est la mode d'annoncer des trucs, des univers. Coucou Dark Universe d'ailleurs. Voilà, tu vois, d'annoncer des trucs alors qu'il n'y a rien encore. Ouais. Et puis un Borderlands Cinematic Universe, hein, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je veux dire, calmez-vous les gars, calmez-vous. 2 secondes, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, voilà. Après, j'ai pas vu le premier film, le premier film. Bah, sera c'est bien. ça. Bah, Et en fait, ils pensent déjà, enfin, j'en peux plus. Les mecs pensent déjà à faire des spin-offs, des trucs, des séries, mais c'est bon, quoi. Mais des gars chill, quoi. 2 secondes, quoi. Franchement, ça m'énerve. Genre, déjà, ça me saoule, tu vois. Déjà, je suis saoulé. Bah, en fait, c'est surtout. Oui, parce qu'à côté, quand Marvel a décidé de. Bon, ils ont commencé comme ça direct, mais Marvel, c'est dans l'ADN des comics, direct de faire. Tu sais, un comic sur un personnage, un personnage et tout. Enfin, mais là, Borderlands, il y a 4 jeux et puis c'est tout, quoi. Donc, Enfin, si, il y a les spin-offs sur Tiny Tina. Donc, peut-être qu'il faudrait faire sur elle, parce que j'ai vu que Ellie Ross va faire un film avec Ariana Greenblatt, je crois qu'elle s'appelle. Ah, ok. Non, bah c'est celle qui joue Tiny Tina et qui est dans Barbie, la jeune. Oui. Donc peut-être ce serait des spin-offs là-dessus, ouais, je sais pas. C'est au Moyen-Âge, là. Mais ouais, bon, déjà sortez le premier, parce que si ça fait un flop, j'ai du mal à croire qu'ils vont faire des suites et des spin-offs, quoi. Ouais. Ok. Bon, moi, ça m'intéresse pas du tout, pour le coup. Ouais, ça m'intéresse un peu, le premier film, j'attends de voir. Ensuite, chez Paramount, on a une info pour le prochain Gladiator 2, dans lequel il y aura Paul Mescal dedans. Et Joseph Quinn aussi. Joseph Quinn. Oui, c'est vrai, c'était ça. On obligé, c'était ça le film que je cherchais. Où il est dedans, et Pedro Pascal, et enfin bref, tout le monde. Et bah, le film de Ridley Scott, qui devait originalement coûter 165 millions, a été apparemment dépassé un budget de 300 millions. Il serait maintenant approximativement à 310 millions hors marketing. Tout ça est dû parce que le film a pris du retard sur la production. Le film s'est arrêté pendant la grève d'ailleurs Ah oui, c'est vrai. Oui. Pendant la grève des scénaristes, et du coup, bah, le film a gonflé, et bah là il arrive à 310 millions de dollars, donc c'est insane. Donc pour avoir des espérances d'être rentable et en tout cas d'être un vrai succès, il va falloir péter le box-office. Ça va être compliqué quand même, mais bon. Ouais, parce que généralement on dit que c'est qu'il fasse 2,5 fois son budget, pardon. Donc il devrait faire 700 millions à peu près, un truc comme ça. Ouais, plus de 750 millions au moins, tu vois, mais bon. C'est pas gagné, hein, voilà. Après le premier a été un succès et tout, il est culte, mais je sais pas si ça intéresse grandement les gens non plus, quoi. Donc va falloir voir. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, après, on peut avoir une surprise sur le coup. Mais ouais, ils s'en foutent d'avoir fait ça pour 310 millions, c'est abusé.
après voilà, c'est les problèmes de production, ça a augmenté. Et on va chez Warner, Ista. Yes. Donc on a appris que Warner, on avait parlé des fusions qu'ils voulaient faire avec plusieurs boîtes. Et donc ils ne chercheraient plus à fusionner avec Paramount. Ouais, donc soit ils ont peut-être reçu une meilleure offre, peut-être, je sais pas, ou alors juste ils veulent plus merger du tout et ils ont confiance en leur catalogue, en leur planning et tout. Donc on va falloir suivre cette histoire un peu encore de près, mais je crois que cette histoire n'est pas finie quand même. Je crois que tu crois je pense quand même cette année il va peut-être y avoir des offres, peut-être avoir des trucs avec comme Chromecast, c'est ça? Chromecast, oui. Ouais, qui est aussi qui veut racheter des trucs Paramount et tout. Donc, tu sais, il y a pas mal de trucs cette année là. On n'est pas à l'abri d'un rachat d'un studio ou d'un truc. Ça va être oui, ça peut tomber n'importe. Ou des merges, des trucs, des studios qui vont merger ensemble. On n'est vraiment pas à l'abri là pour l'instant. Ensuite, du côté des séries sur Max et non pas HBO, parce que HBO c'est fini malheureusement. La série. Non, c'est pas fini, c'est HBO Max. Non, mais oui, maintenant HBO existe encore, mais le nom HBO pour les séries, c'est la plateforme HBO n'existe plus en tant que telle. La série Dune, du coup, de Sisterhood, qui est devenue Dune Prophétie. Maintenant, il me semble dans les noms. Oui. Enfin voilà, ça a changé 2-3 fois de nom, on n'en peut plus. Donc qui se passe 10 000 ans avant la Dune, les deux Dunes qui se passent au cinéma de Denis Villeneuve, devraient sortir cette année. Enfin là, il y a un rapport. Enfin c'est le président de Warner, c'est ça, je crois, qui a parlé, il me semble. Ouais, c'est David Zaslav qui a fait le bilan financier, qui parle aux actionnaires et qui a parlé des futures sorties. Donc il a parlé d'une prophétie de Penguin et House of the Dragon qui sortent tous cette année pour le coup. Alors d'une prophétie, on a des rumeurs qui sortiraient entre avril et juin, donc très rapidement pour le coup. De Penguin, c'est moins sûr, mais ça évoquait l'été, mais pour l'instant on n'a pas de date précise. Et House of the Dragon devrait normalement sortir dans le deuxième semestre, donc entre avril et juin possiblement. Donc, et il y avait quelqu'un qui avait dit de la boîte qui avait dit que ce serait pour l'été, donc logiquement ce serait pour juin, quoi. Oui, potentiellement vers là. Mais après, tu sais, la date a été avancée. De base, House of the Dragon devait être l'été. Ouais. Et du coup, ils ont avancé la date, donc voilà, on sait pas, mais tout ça devrait sortir donc du coup dans le premier assez rapidement du coup. Et le spin-off Game of Thrones, donc du coup le chevalier œuf ou je sais pas quoi là. Oui, The Edge Knight, ouais. The Edge Knight en anglais. Ça a un nom à rallonge, c'est The Edge Knight, machin aussi. Oui, c'est ça, qui est un livre de R.R. Martin, devrait sortir en fin 2025, donc l'année prochaine. Du coup, le Game of Thrones série universe, parce que c'est pas cinématique universe du coup, ça devrait sortir l'année prochaine. Du coup, en fait, je pense de quoi? De tous ces annonces, je vais dire. Pour Game of Thrones, j'allais dire. En fait, on sent clairement qu'ils veulent alterner, qu'il y ait une série Game of Thrones par an. House of Dragon cette année. L'année prochaine, The Edge Knight. Après, la saison 3, sûrement House of Dragon l'année d'après. Ils veulent clairement créer un gros univers. Et je pense qu'ils veulent faire un peu leur Star Wars chez Disney+. Ils veulent faire un genre de même chose, quoi. Qu'il y ait au moins une série Game of Thrones par an sur leur plateforme. D'une, je suis très curieux. Ça m'intéresse de voir ce que c'est. Ils ont quand même des beaux trucs parce qu'ils ont du DC, du Dune, du Game of Thrones. C'est, quand même, le programme, il est alléchant. Moi, je trouve que c'est toutes des séries que je sais que je vais regarder, en tout cas. Ouais, ça a l'air c'est quand même des grosses séries sur des grosses franchises, donc là Max, je pense qu'ils veulent rentabiliser, ils veulent être attractifs dessus, et là je pense que après cette année, va falloir voir combien ils ont gagné d'abonnés, mais c'est bien possible qu'ils se mettent bien pour l'instant. Et Max arrive dans plusieurs pays cette année, notamment en France cet été. Donc on va peut-être avoir, parce que je pense à notamment Last of Us, qu'on n'était pas sûr d'avoir et tout, au bon moment. Après, Amazon l'a annoncé très tard, quoi. Mais là, au moins, quand ça sortira, ça sera comme sur Disney+ ou sur Netflix, ça sortira dans le monde, on l'aura en même temps que les États-Unis, et c'est pas plus mal, quoi. Donc ils auront des abonnés, en tout cas, plus en Europe, ils en auront plus cette année. Ensuite, on avait les créateurs de Game of Thrones ont parlé des 2 dernières saisons de la série Game of Thrones, du coup la saison 7 et la saison 8, qui étaient originalement planifiées pour être une trilogie de films. Et c'est marrant parce qu'à l'époque déjà ça en parlait, tu sais, c'était des rumeurs que le final de Game of Thrones ça peut être un film, et honnêtement ça se sent vu que les saisons sont très raccourcies,
Les saisons sont plus resserrées sur les épisodes. Et AT&T, des exécutifs qui possèdent HBO. Ils possédaient Warner. En fait, c'était eux qui étaient à la tête de Warner juste avant, je crois. Et ils avaient demandé aux créateurs de Game of Thrones, du coup D&D sûrement, est-ce que la série pourrait être shootée en vertical pour que les épisodes puissent être vus sur les téléphones. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'info que je viens de dire, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est quand même assez fou. Hein. Après, peut-être qu'ils vont découvrir AT&T qu'on peut, mettre le téléphone en horizontal. Ouais, peut-être qu'ils vont comprendre ça. Non, ouais, mais sur TikTok. Bon, après, l'époque là, TikTok n'était pas encore populaire, je crois. Enfin, je sais pas si. Si, à l'époque. Parce que les 2 dernières saisons, ils sont sortis 2018-2019, vers là. Ouais, ça avait déjà pété. Hein. Ah ouais, bah c'est peut-être pour ça alors. Parce qu'il parle aussi de faire des mini-épisodes, des petits épisodes quoi pour les. Oui, regardables dans le train quoi, des trucs comme ça. Non mais vraiment quoi, c'est les pires idées de producteurs de merde. Enfin, ça. Mais AT&T c'était une boîte de télécom, je crois. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, ils sont partis. Je crois que c'est pas plus mal. Hein. Ouais, clairement. Même si Zaslav est bon, on a des choses à redire sur Zaslav. De toute façon, tous les producteurs américains, je veux dire. Ouais. Voilà. Aussi, ouais. Ensuite, on va parler de True Detective. Alors, True Detective, donc il y a eu la série Night Country là, qui est sortie, là, qui est la saison 4. Et donc, la série True Detective a été renouvelée pour une saison 5 chez HBO. Et donc, ils reprennent la showrunner, donc Issa Lopez, qui a fait donc, cette saison-là. C'était pas elle qui avait fait les 3 premières saisons, hein. Mais là, c'est elle qui a fait Night Country et ils la reprennent. Voilà, ils ont signé un deal avec elle. Et la saison 4 est la saison la plus regardée de l'histoire de la série, avec 12,7 millions de vues. Mais la série, elle est pas sortie sur Max ou si? Ou elle est sortie sur Max? Elle est sortie, je crois. En fait, je crois que c'est un truc HBO et HBO Max en même temps. D'accord. Donc c'est sorti simultanément sur plusieurs plateformes, oui, ok. Ouais. Donc oui, la série, c'était un succès, hein, même... Enfin, critique, je crois que c'était un peu plus compliqué, pour le coup. Je crois que c'était assez divisé au niveau des critiques. Mais ouais, je crois qu'elle a bien marché, parce que beaucoup de gens en ont parlé, beaucoup de gens ont vu. Beaucoup de gens en parlaient et tout. Ouais. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'ils font une saison 5 pour le coup, donc voilà. Et c'est vrai que le créateur des 3 premières saisons du coup de True Detective n'est pas très fan de la saison 4 parce que je pense qu'il c'est plus lui qui fait la série et donc il a peut-être un peu mauvaise quoi, mais j'ai pas regardé moi après la saison 1 de toute façon, mais ça m'étonne pas que ça continue, ça cartonne, donc voilà. Ouais, après je sais que la saison 2 n'avait pas trop plu. Et en tout cas, il me semble que au niveau de la presse, c'est quand même la dernière saison, là, il a mieux noté. Hein. Oui, elle est pas mal notée, ouais. Voilà. En tout cas, si vous voulez la voir, la série, elle est dispo sur Prime Video. Il me semble qu'il faut le Pass Warner pour la voir. Ensuite, on va parler de Harry Potter. Et oui, le temps s'arrête quand je parle de la série Harry Potter, parce que ça me fait une petite dague au cœur. Mais la série Harry Potter est annoncée pour sortir en 2026, donc d'ici 2 ans. Et on a 3 finalistes pour s'occuper de la série. Donc voilà, ils avaient fait un appel à scénaristes à l'époque. Et voilà, il n'en reste que 3. Il y a la scénariste Francesca Gardiner qui a fait la série His Dark Materials, Succession, Killing Eve, donc elle a travaillé sur ces 3-là. Le scénariste Tom Moran qui a travaillé sur The Devil's Hour et Kathleen Jordan qui a travaillé sur Teenage Bounty Hunters, donc des séries à succès ou moyen succès. Donc ils le font vraiment, et oui, la série arrive vraiment rapidement quoi. Tu sais, à l'époque on pensait que ça va être dans longtemps, non, ça arrive rapidement les gars. c'est plutôt prévu. Ça m'étonne pas que cette année on a des annonces de casting. Hein. Je sais pas si on aura des annonces. Alors l'année prochaine, mais bon. Oui. Déjà, il faut qu'ils finissent le script et tout, donc voilà. Mais... du coup, ils ont engagé 3 scénaristes de série et leur série, j'ai vu, ça va de moyen succès à plutôt gros succès. Francesca Gardiner, du coup, elle a fait quand même des séries à succès, genre Killing Eve, ça a plutôt bien marché. Succession, bon. Voilà, j'ai pas besoin de dire que c'est un succès, voilà, tout le monde le sait. Et ouais, et après les autres, c'est des trucs un peu, The Devil's Hour, j'ai vu que c'était plutôt bien noté, mais c'était moins vu, enfin voilà.
je sais pas trop dans quelle direction ça se situe, mais la série arrive bel et bien et moi ça me fait peur. Enfin voilà, je trouve que toujours ça n'a aucun intérêt pour le coup et c'est tout ce que je dirais sur cette série que je n'ai pas envie de voir. T'as pas du tout envie de la voir. Ouais, moi je suis curieux quand même, tu vois. Mais ouais, en fait là, les finalistes c'est que des Anglais sur le coup, c'est que des séries anglaises, pratiquement à part Succession et Is Dark Materials c'était coprod HBO BBC. Ouais. Donc, après là je vois Francisca Gardner, elle a travaillé sur HBO, je me demande si ça va pas être elle qui va ressortir quoi, parce que comme elle a travaillé chez eux déjà, est-ce que c'est pas elle qui va gagner à la fin? Mais en tout cas les autres c'est des séries de Netflix. Voilà, donc celle qui a le plus beau CV c'est Francisca Gardner en tout cas clairement. Oui, ça se voit. Et puis elle a déjà fait de la fantasy du coup, parce qu'elle a fait Is Dark Materials, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on va vous parler de Tom Cruise, puisque c'est l'info chaque semaine de Tom Cruise. Il a rejoint apparemment le cast du prochain film de Alejandro Inarritu, donc celui qui a fait Babel, Birdman, The Revenant, pour un film Warner Bros. Donc voilà, il continue. Voilà, on va pas revenir dessus à chaque fois, mais voilà, il continue sa volonté d'aller vers du cinéma plus avec des auteurs derrière, voilà. Il est sorti là c'est le premier qui a annoncé en tout cas, parce que oui on avait annoncé que voilà il voulait aller vers d'autres films d'auteurs mais on savait pas quoi. Effectivement là il a été annoncé que Tom Cruise rejoint le film d'Inarritu, donc Inarritu qui avait fait The Revenant avec DiCaprio. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? C'était pas Birdman lui? Si, j'ai dit Birdman et Babel, tout comme ça. Ouais, ok. Ouais, c'est cool de voir Tom Cruise retourner là-dedans, quoi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses et voilà, on est content. Ensuite, on a appris qu'il y a un film d'animation d'ici, donc dans l'univers d'ici, qui va être basé sur le comics Jurassic League. Voilà, donc où James Gunn sera producteur avec Brian Lynch, qui a travaillé sur Les Mignons en tant que scénariste. Donc il va scénariser le film. Donc Jurassic League, c'est quoi? C'est la Justice League en mode dinosaure. Alors moi, j'ai lu le comics. Je le connais. Et je trouvais qu'il était sympa parce qu'en fait, il reprend bien les caractères de chaque personnage. Et c'était plutôt bien foutu. Et c'était sympa à lire. C'était plutôt bien dessiné aussi. À part, il y a un numéro qui est pas fou, où je trouvais le dessin vraiment moche. Mais moi, ça m'avait plutôt plu dans son délire. Donc, pourquoi pas. Après, c'est pas un comics où il y a beaucoup de dialogue. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner au cinéma, quoi. Ouais, bah après, c'est un délire. Ça peut être drôle. Jurassic League, pour le coup. Après, James Gunn, voilà, il produit des petits trucs en dehors un peu de son DCU, j'imagine. En tout cas, ça serait... Ah bah oui. Ce serait bizarre que Batman soit Et après, voilà, c'est juste un délire. Je pense que ça peut être un gros délire visuel et tout, vachement bien fait. Après, il a pris le scénariste des Mignons. Les Mignons, ça parle pas de fou non plus, je crois. Donc, c'est vrai. Donc voilà, je pense que va jouer plus au réal que au scénariste, ce truc-là. Mais ça peut être un bon délire, hyper fun. Voilà, si c'est bien fait, moi, je regarderai. Sans problème. Ouais, oui. Bon, après, ça peut être marrant et puis ça peut marcher, je pense. Ensuite, on va chez Disney. Alors, il s'est passé une dinguerie chez Disney. C'est que Sean Bailey, donc qui était le président des films, des présidents des films chez Walt Disney, voilà, il part après 15 ans. Voilà, ça faisait 15 ans qu'il était à ce poste. Il part d'un coup comme ça, donc on ne sait pas trop si c'est une émission ou si c'est fait virer. Et en place, il est remplacé par le coprésident de Searchlight, David Greenbaum. Qu'est-ce que tu en penses, Al? Pas grand-chose, je t'avoue. Parce qu'il va être remplacé par un autre président. Je ne sais pas s'il va avoir vraiment un changement de direction. Il faudra voir. Est-ce qu'il va être dans la même ligne, tu vois, que l'ancien président? Je ne sais pas. Si c'est fait virer, parce qu'on n'est pas sûr, je pense pas. Oui et non, tu vois, je veux dire, là, il a été président pendant 15 ans, pendant 15 ans de succès quand même, quasiment, à part la fin, oui, effectivement, c'était compliqué, mais pendant 15 ans, il y a la ligne de Disney, je sais pas si elle va drastiquement changer d'ici là. Alors, je sais pas, mais là, comme c'est le mec de Searchlight, enfin, un des deux présidents, Searchlight, oui. c'est quand même des trucs, c'est comme différent, quoi. C'est un peu différent, mais je sais pas, il va falloir qu'ils annoncent des choses différentes ou quoi, parce que là, oui, c'est ça. Ouais, c'est les franchises Disney qui continuent, quoi. Je vois pas de... après, il vient de venir l'autre, donc peut-être va falloir attendre, mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne sais pas si ça va vraiment changer grand chose non plus la direction de Disney. Bon,
Pour les J'espère. films Mais live, pour l'instant, on a Blanche-Neige et Moana, quoi. Et pour l'instant, c'est tout ce qui est annoncé. oui, bah oui, il y a encore des remakes live, voilà. Et puis il y a Voilà. plein de remakes live qui ont été annoncés en attente qui arrivent, quoi. Donc, bon, Oui, c'est vrai que j'avais oublié, mais après, peut-être il y en a, ils vont être. On va voir, un changement de direction. On verra. On va allumer quelques-uns et tout. On verra si ça change quelque chose, quoi. On a quelques news sur Mandalorian et Grogu. Notamment, il va être tourné en Californie, voilà, pendant 92 jours, donc pendant 3 mois. Alors, le film, il a eu un crédit d'impôt donc de 21 millions. Et en fait, on a appris son budget. Parce qu'on avait parlé du budget dans le précédent épisode, et j'avais dit qu'en fait, il ferait moins de 120 millions, mais non, parce que ça avait été dit que ce serait moins qu'une saison de Mandalorian. Mais en fait, non, il fera pas moins de 120 millions. Mais 120 millions, c'était le budget de la saison 1, donc après, les autres saisons, on savait pas. Donc là, en fait, on a appris qu'il fera, en tout cas, ce sera un budget de 166 millions de dollars. Ouais, c'est assez, bah voilà, c'est un blockbuster quand même, un gros blockbuster, c'est 150 millions. Mais du coup, ils font confiance au film, voilà. Donc, va falloir voir si ça se sent à l'écran. 92 jours de tournage, c'est pas énorme pour un blockbuster, pour le coup. Donc, Je crois que c'est la norme à peu près, 3 mois. alors non, 3 ou 4 quand même, mois. maintenant les blockbusters, c'est au moins 4 mois, hein, avec tous les shoots et tout. Après 3 mois, oui, ça suffit pour faire un film. Mais par exemple, un petit film, ça se ferait en 2 mois, je pense, à Hollywood ou des trucs comme ça. 92 jours. Les blockbusters, en général, t'as quand même pas mal de shoots, quoi. Enfin, c'est quand même assez long. Oui, bah, mais 92 jours, pourquoi pas. On sait pas dans quoi il s'embarque, quel sera le script et tout. Mais ouais, 166 millions, en tout cas, c'est une belle somme. Ouais, c'est une belle somme, mais pour un Star Wars, c'est pas énorme. Ouais, mais tu vois, les derniers Star Wars, ils coûtaient 200 millions, donc il est pas si loin, en fait, tu vois. Il est pas... Ouais. Donc il est clairement en dessous, parce que voilà, il a moins l'ambition, il est pas dans la franchise principale, voilà, il est un truc un peu plus resserré quand même, mais bon, quand même. Bah, de toute façon, maintenant, les blockbusters, voilà, 150 millions, c'est pas un gros... Tu vois, 150 millions, c'est plus un gros blockbuster, c'est ça qui me fait... Bah non, ouais, c'est ça qui est Mais ouf. bon, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, du côté chez Pixar, alors Pixar voudrait faire leur premier film musical qui apporte le titre Ducks, donc il y aura sûrement des canards qui vont chanter. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ils ont jamais fait de film musical. C'est vrai, c'est parce que maintenant ils sont affiliés à Disney, peut-être on pouvait s'y attendre, ils font des films d'animation, mais c'est vrai qu'ils ont jamais fait de ça. J'ai vu des tweets qui disent ouais, mais Coco existe, mais Coco ce n'est pas une comédie musicale. Non, mais il y a de la chanson, mais c'est pas une comédie musicale, quoi. Bah non. Alors que oui, les Disney, genre Hercule et tout, oui, là c'est Aladdin. Oui. Bah, tout leur Disney, de toute façon. Oui, la plupart des Disney. Bah, Zootopie, non, tu vois, mais oui, la plupart des Disney sont des comédies musicales, en fait. Donc moi j'ai confiance en Pixar aveuglément. Donc ouais, même si des fois ils font des trucs moins bien, mais ils font toujours quelque chose de bien, et j'espère sur un film sur 2, c'est bien, moi, en tout cas j'aime bien. Donc, tu crois qu'ils feront mieux que Migration? C'est pas compliqué, Ah ouais, ok. Je l'ai pas vu. Mais bon, bizarre de faire un truc de canard quand il y a Migration qui vient de sortir, je sais pas. Ensuite, on passe chez Marvel, parce qu'il faut toujours qu'on passe un petit peu de Marvel. Florence Pugh, donc elle a dit lors d'une interview que voilà, Thunderbolt a commencé son tournage. T'es content, elle? Ouais, non, je m'en fous. Mais ouais, en même temps que Superman Legacy et tout ça, donc c'est assez drôle. Et à Atlanta en même temps, ouais, dans la même ville, c'est assez marrant. C'est ça, donc tous les films de super-héros tournent en même temps. Mais moi, je suis pas hypé, tu le sais très bien. Donc. Moi, je le suis parce que, en fait, il y a l'équipe de PIF qui est derrière, donc ça me rend curieux. Voilà. Et sinon, alors, Amy Pascal et Kevin Feige auraient planifié d'introduire Miles Morales dans le Spider-Man 4 avec Tom Holland. Donc, on verrait les premiers pas en live action de Miles Morales dans le prochain Spider-Man. Et son film live se placerait dans le MCU. Donc, en gros, Miles Morales, il arriverait dans le MCU, quoi. Ouais, bah du coup, peut-être qu'il prendrait la place du prochain Spider-Man. Ou alors non, ça se trouve, ils vont avoir 2 Spider-Man dans le MCU. Ouais, mais je pense peut-être... Je vois bien une autre trilogie, là, avec Tom Holland, tu vois. Où t'as Miles Morales et tout dedans. Et oui, après, fin de trilogie, après, oui, ce serait Miles Morales, le Spider-Man principal. C'est bon, là, je viens de capter ce qu'ils vont faire. Ils vont garder les Spider-Man avec Tom Holland pour finir la trilogie. Et en parallèle, il y aura un film Miles Morales. Putain, ils vont se faire tellement de fric, ils sont trop forts. Ouais, en tout cas, il va être introduit dans le Spider-Man 4, ouais. Bah, potentiellement pour prendre la relève, et ce serait pas plus mal, ouais. Après, faut voir qui c'est qui vont caster, tout ça, mais... Ouais. Là, je pense pas qu'il sera en Spider-Man dans le film, donc peut-être qu'ils vont l'introduire en civil, voilà, son personnage. Bah, comme dans le premier jeu de la PS4. C'est ça, exactement, et après,
Et après, ça finirait peut-être sur lui qui a des pouvoirs ou quoi. Ouais, je vois bien aussi un truc comme ça, effectivement. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, il manque plus que ça quand même, Miles. Hein. Il a eu le film d'animation, il a eu le jeu vidéo, enfin, il est partout. Bah, il manque que live action. Hein. Donc, ça va arriver. Ensuite, la news, ce que j'ai appelé la news what the fuck de la semaine. Voilà, on a appris qu'il y a un film qui sort sur la guerre des colas. Voilà, donc c'est voilà le film suit Pepsi qui veut challenger Coca-Cola dans son règne de meilleur cola de tous les temps. Voilà. Ouais, bah écoute, hâte de voir ça. Non mais ça sent qu'ils veulent faire un truc Cola Wars et tout. Ça va être un biopic chiant, je pense. Où il y a des mecs dans des bureaux qui vont essayer de se taper pour avoir la meilleure truc de Coca-Cola. Et ça va être comme le bio. Il y avait un truc là sur une histoire vraie là l'année dernière là. Ah, où le mec qui devenait millionnaire là. Bah, R aussi, c'est tu vois, c'est biopic chiant. Mais là, le truc qui est sorti en fin d'année avec Paul Dano. Ah oui, Money Business. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'était pas fou au final. Donc voilà, je pense que ça va finir en info comme ça. Mais après, l'info est un peu what the fuck, ouais, c'est sûr. Ouais, un truc comme ça où en fait, t'as des gens de bureau qui parlent tout vite et on comprend rien. Et ouais, je vois. Ensuite, bah, c'est fini. Il n'y a plus d'actualité. On va passer à la chronique box-office. Mais avant de parler du box-office de la semaine, on va vous parler de Aquaman and the Lost Kingdom, qui a fini son exploitation salle avec 433 millions de dollars dans le monde, ce qui est meilleur que ce qui était annoncé au début, pour le coup, mais ce qui est pas fou quand même, hein, parce que le film a coûté malheureusement beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Mais voilà, techniquement c'est le moins gros flop des flops, hein, techniquement de l'année dernière. Oui, bah c'est même en fait même chez DC, enfin dans le DC EU là, le DC Extended Universe, c'est le plus gros succès depuis le premier Aquaman. Hein. Aucun n'a fait au-dessus de 400 millions, donc tous les films. C'est vrai que c'était compliqué, parce que oui, c'est très compliqué. Et le film a quand même fait, je crois, 2 milliards d'entrées en France. 2 millions. Millions, pardon. 2 millions d'entrées en France. Oui, excusez-moi. Mais ouais, il a eu un petit succès quand même, quoi. Pas fou, hein. Il fait moitié moins que le premier, mais bon. Il y a quand même pas mal de gens qui ont été le voir au final. Oui, mais ça reste un flop. Hein, oui. Le film a coûté trop cher pour. Voilà, ça c'est pas remboursé. De toute façon, on le savait, mais c'est vrai que. Je veux dire, c'était celui qui avait le plus de potentiel techniquement, vu que le premier il fait 1 milliard, voilà. Et enfin, on a fini la page du DCU. Voilà, c'est terminé. Exactement. Ensuite, on a des estimations pour Dune 2. Il serait estimé à commencer son box-office mondial à 170 millions de dollars, ce qui est très très bien. Ouais, c'est meilleur que le premier, pour le coup. Donc, meilleures estimations et le film, voilà, un bouche à oreille de fou. Faut voir, même s'il va pas faire plus, au final, vu le retentissement qu'il a. Après, on verra ça ce week-end, du coup. On a aussi appris que donc, la série de Netflix Avatar The Last Airbender a commencé avec 21,2 millions de vues sur ses 4 premiers jours. C'est 15% de plus que les 4 premiers jours de la série One Piece. Donc c'est assez fou. Hein. Ouais, quand même. C'est quand même, ça veut dire que ça. Je crois qu'Avatar, c'est quand même hyper big là-bas. La série, il y a un petit culte dessus. Donc ça m'étonne pas trop. Mais ouais, apparemment, ça marche plutôt bien, la série, quoi. Et je ne vais pas la regarder parce que ça a l'air pas fou. Ouais, elle se fait beaucoup critiquer sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent et tout. Et au final, il y a beaucoup de gens qui la regardent. Donc, bon. Et on va passer au box-office de la semaine aux États-Unis. Une petite moins bonne semaine que la semaine dernière aux États-Unis pour le box-office. Alors à la 5e place, on retrouve notre ami Migration qui a rapporté 3 millions de dollars sur le sol américain, donc pour un total de 120 millions de dollars au box-office domestique et 268 millions de dollars au box-office mondial. Voilà, pour un budget de 70-80 millions. Donc ils sont rentabilisés, ils continuent sa belle performance. Voilà, comme à l'image d'Elemental, tu sais, ça s'étale dans le temps et ça continue de rapporter des sous. Ensuite, en 4e, on a Madame Web qui a perdu 2 places. Il était 2e la semaine dernière, donc c'est catastrophique. Hein. Pour sa 2e semaine, il est 4e. Il a gagné seulement 6 millions de dollars sur le territoire américain pour un cumul de 35 millions de dollars sur le territoire américain. Et mondialement, il est à 77 millions de dollars pour un budget de 100 millions. Donc c'est
Bon, c'est pas bon du tout, de toute façon. Ils le savent très bien chez Sony. C'est un énorme flop. Ouais, bah de toute façon, Madame Web, voilà, échec total, on en a parlé. Allez écouter notre épisode, mais oui, c'était prévisible, voilà. Il va pas se rembourser et on espère la même pour tout le Sonyverse d'ailleurs. Ensuite, on a une nouvelle entrée, Ordinary Angels, du coup avec Alan Richton et Hilary Swank, du coup un drame sur une tempête de neige, je sais pas quoi, qui n'est pas programmé pour sortir chez nous encore. Il a fait 6,5 millions au box-office américain. On connaît pas trop le budget, mais voilà, il se situe à la 3e place. D'accord. Ensuite, en deuxième, on a Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Donc, en route vers l'entraînement des piliers, voilà, qui se passe après la dernière saison, qui fait un lien entre saison 3 et saison 4. Donc, je sais qu'en France, il a eu seulement 2 séances, enfin 2 journées de séance, c'est le samedi et le dimanche. Aux États-Unis, je sais pas. En tout cas, il a récolté 11 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est pas mal, hein, parce qu'il est deuxième quand même. Et au cumul mondial, il est à 41 millions. Donc c'est vraiment pas mal. Et sur le coup, je pense pas qu'il y ait de budget ou quoi. Je crois pas qu'on connaisse son budget. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, quoi. Oui, bah après les adaptations manga, c'est de suite de la série principale au cinéma, ça marche plutôt bien. Hein. Aux États-Unis, au Japon surtout, le film a déjà rapporté 30 millions, je crois. Donc ouais, c'est des gros phénomènes là-bas. Voilà, et du coup, bah, le premier du jour, c'est Bob Marley One Love, du coup le biopic, qui a rapporté 13,5 millions de dollars, pour un total à 70 millions de dollars au box-office domestique américain. Donc ça a égalé son budget, parce que son budget est de 70 millions, et dans le monde, il est à 120 millions. Donc voilà, il a un peu baissé de 50%, mais voilà, ça s'annonce clairement comme un succès. Ouais, bah moi, quand j'étais voir Dune 2, il y avait des jeunes qui voulaient le voir et tout, donc ouais, ça a l'air d'attirer en tout cas. Ouais, bah vaut mieux de voir Dune 2 quand même. On va passer au box-office français. Ista, qu'est-ce qu'on a à la 5e place? On a Chien et Chat, le film avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. Donc c'est sa 2e semaine. Il a fait 219 000 entrées et il a un cumul de 534 000 entrées. C'est pas si fou que ça hein, pour un film avec Philippe Lachaud et tout. C'est pas si extraordinaire que ça. À la 4e place, on retrouve Maison de retraite 2, qui pour sa 2e semaine a chuté de 2 places et a perdu 50% de ses entrées. Il a rapporté 266 000 entrées cette semaine pour un cumul de presque 800 000 entrées, donc c'est pas mal pour le coup, mais il a quand même suivi une petite chute. Il y a une chute assez violente. Hein. Tu crois qu'il va faire le million quand même, celui-là? Oui. Ouais, clairement. Aussi, ouais. Ensuite, on a Cocorico, donc qui reste à la 3e place pour sa 3e semaine, qui a fait 277 000 entrées, pardon. Donc lui, il n'a pas baissé tellement, il a baissé de moins 27%. Et il a cumulé, il a passé le milliard et le million. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit avec le milliard. Le million. Il a passé le million, il a fait 1 245 000 entrées au cumul. Ouais, bah la grosse... Christian Clavier, la comédie, voilà, ça marche super bien. Pour le coup, et ça continue, ça baisse pas trop et ça va peut-être même aller aux 2 millions pour le coup. Pour l'instant, c'est le premier dans le top de tout ce qui est sorti depuis le début d'année. C'est celui qui a fait le plus d'entrées. Ah ouais, il y a pas le film comment il s'appelle là j'ai oublié le nom. Mais bref, il y a un film qui a à peu près le même nombre d'entrées, mais je crois qu'il est peut-être sorti fin d'année dernière avec le mec des 3 frères. Oh là là, j'ai oublié le nom. Chasse gardée, tu parles? Oui, Chasse gardée. Peut-être, oui, parce que moi j'ai vu classement des films sortis en 2024. Donc, oui, donc non, mais il a dû sortir peut-être en fin d'année dernière. Oui, il n'est pas sorti en 2024, Chasse gardée. Voilà, je mais je crois qu'il a dépassé bien plus du million aussi. Ensuite, à la 2e place, on a une nouvelle entrée, c'est Une vie avec Anthony Hopkins, du coup, un film sur la Seconde Guerre mondiale. Et je sais même pas de quoi ça parlait. C'est quelqu'un qui a sauvé des juifs durant la Seconde Guerre mondiale et là il est vieux, enfin bref, voilà, c'est une histoire par rapport à tout ça et qui a rapporté 358 000 entrées, donc voilà, il a fait une très belle entrée dans le box-office français, donc il cartonne pas mal le film. D'accord, ouais, c'était une petite surprise, il a bien marché sur sa première semaine. Ensuite, on a encore une fois Bob Marley qui fonctionne bien en France aussi. Pour sa 2e semaine, il a fait 360 000 entrées, donc c'est une baisse de 53%, et il cumule en tout 1 134 000 entrées, donc il a passé le million aussi, comme Cocorico. Beau succès pour le film aussi en France qui marche bien.
Et voilà pour cette semaine, Istin. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. C'est ça, et on se retrouve mardi prochain pour la critique d'une partie de la critique tant attendue du blockbuster de cet hiver qui se passe dans un désert, donc ça fait pas très hivernal. Écoutez, on va se laisser là et on espère que vous avez apprécié cet épisode des news de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le petit pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, et on vous souhaite une bonne fin de semaine et voilà, on se retrouve très vite. Attendez-vous à un podcast épicé. Oh là là, une blague de fin. Voilà. Allez, salut. Salut.